Mon voisin de 25 ans a volé ma propriété de 1,2 million d'euros pendant que je luttais pour ma vie à l'hôpital. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je suis avocat immobilier retraité et que j'enregistrais nos conversations sur les limites de propriété depuis des mois. J'aurais dû voir venir les signes. Ils étaient tous là. Mais quand on fait confiance à quelqu'un pendant un quart de siècle, on suppose que son caractère est aussi solide que la limite de propriété entre vos maisons. François Dubois avait été mon voisin depuis 1999, quand Marguerite et moi avons emménagé pour la première fois dans la rue de la Colline à Lyon. Nos arrière-cours partageaient une clôture, nos allées étaient parallèles. Et notre amitié avait résisté à tout, des disputes de voisinage aux tragédies personnelles. Quand Marguerite est morte il y a 3 ans, François était l'un des porteurs. Quand sa femme Hélène est décédée l'année dernière, j'ai rendu l'appareil. Nous étions plus que des voisins. Nous étions le genre d'amis qui empruntaient des outils sans demander et vérifiaient le courrier de l'autre pendant les vacances. Mais l'amitié, comme je l'ai appris, a un prix au-delà duquel elle cesse d'importer. Les problèmes ont commencé en mars, quand j'ai remarqué l'intérêt accru de François pour le terrain boisé de 2 hectares derrière ma maison. J'avais hérité de cette terre de mon oncle il y a 30 ans, un morceau pristine de nature française qui bordait la forêt de Magnal protégée. La propriété valait environ 1,2 million d'euros selon les expertises récentes, mais je n'avais jamais envisagé de vendre. Marguerite et moi avions prévu de construire une maison d'hôte là-bas un jour. Bien qu'après sa mort, le projet ressemblait plus à un rappel douloureux qu'à un rêve qui valait la peine d'être poursuivi. François a commencé à poser des questions désinvoltes sur le terrain arrière pendant nos conversations matinales autour du café. Des questions qui semblaient innocentes au début, mais devenaient progressivement plus spécifiques, plus sondantes. « Harold, as-tu jamais pensé à développer ce terrain arrière ?» demandait-il pendant que nous nous tenions près de notre clôture commune, les tasses de café fumant dans l'air frais du matin. Il semble dommage de laisser tous ces biens immobiliers précieux juste rester là. J'évitais ces questions avec des réponses vagues sur le maintien de la terre naturelle, l'honneur de la mémoire de Marguerite, la préservation du caractère du quartier. Mais François persistait, ses demandes devenant plus fréquentes et plus détaillées. Il voulait connaître les restrictions de zonage, l'accès aux services publics, la composition du sol, comme s'il menait sa propre étude de faisabilité. « Tu sais, Harold, avec les prix immobiliers qui montent en flèche, ce terrain vaut probablement plus que nos 2 maisons réunies, » disait-il avec un rire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Les conversations me mettaient mal à l'aise, mais j'attribuais l'intérêt de François à la curiosité plutôt qu'au calcul. Après tout, nous étions d'amis depuis des décennies. Il m'avait aidé à installer ma terrasse. Je lui avais aidé à rénover sa cuisine. Nous avions partagé des barbecues et des repas de fête, célébré les succès de chacun et pleuré les pertes de chacun. La confiance, une fois établie sur 25 ans, semble aussi permanente que les fondations de votre maison. Mais les fondations peuvent se fissurer sous la pression et la confiance peut se briser quand elle est testée par la cupidité. Début avril, j'ai commencé à ressentir des douleurs thoraciques pendant mes promenades matinales. Au début, je les ai écartées comme un inconfort lié à l'âge, la conséquence inévitable de 70 ans de vie. Mais quand la douleur s'est intensifiée et a commencé à irradier dans mon bras gauche, la voix de ma défunte épouse semblait murmurer des voirnissements depuis le royaume qu'elle habite maintenant. Marguerite avait toujours été la pratique dans notre mariage, celle qui insistait sur les examens médicaux réguliers et l'intervention précoce. « Ne sois pas têtu, Harold, disait-elle, la fierté ne guérit rien. » Le docteur Sarah Lemoine, à l'hôpital de Lyon, a livré le diagnostic avec le genre de compassion professionnelle qui vient d'année à annoncer des nouvelles difficiles aux patients âgés. Harold, vous avez subi une crise cardiaque importante. Nous devons effectuer une chirurgie d'urgence pour dégager les artères bloquées. La procédure est complexe, mais nous avons d'excellents taux de réussite avec les patients de votre groupe d'âge. La chirurgie cardiaque d'urgence à 69 ans n'était pas exactement comme j'avais prévu de passer mon printemps. Mais la vie consulte rarement nos préférences sur le timing. Alors qu'il me roulait vers la salle d'opération, ma dernière pensée consciente était le soulagement que Marguerite n'ait pas vécu pour me voir dans cette condition. Elle avait déjà enduré assez d'hôpitaux, assez de chirurgie, assez de salles d'attente remplies de peur et d'espoir. La chirurgie a duré 6 heures. Le docteur Lemoine m'a dit plus tard qu'elle était plus compliquée qu'il ne l'avait initialement prévu. 3 artères bloquées, des dommages significatifs aux muscles cardiaques et une période de récupération qui s'étendrait sur des mois plutôt que des semaines. Quand je me suis finalement réveillé dans l'unité de soins intensifs cardiaques, connecté aux machines qui bipaient et bourdonnaient au rythme de me maintenir en vie, François était l'un de mes premiers visiteurs.
Il est apparu dans ma chambre d'hôpital le 2e jour après la chirurgie, apportant des fleurs et portant une expression de profonde préoccupation qui semblait authentique. « Harold, Dieu merci, tu vas bien », a-t-il dit, s'installant dans la chaise près de mon lit. « Quand j'ai vu l'ambulance dans ton allée, j'ai craint le pire. François m'a rendu visite tous les quelques jours pendant mon séjour hospitalier de 3 semaines, apportant des nouvelles du quartier et promettant de garder un œil sur ma maison. Il a offert de ramasser mon courrier, d'arroser mes plantes et de gérer tous les problèmes d'entretien qui pourraient survenir. Ne t'inquiète de rien à la maison, m'a-t-il assuré, avec le genre de sourire qui vient de 40 ans de vente immobilière réussie. Je m'assurerai que tout reste sécurisé. J'étais reconnaissant de son attention. La vie hospitalière est solitaire et désorientante, surtout quand on fait face à la mortalité, sans conjoint pour partager la peur. Les visites de François offraient une connexion au monde normal à l'extérieur de ces murs stériles, des rappels que la vie continuait au-delà des moniteurs cardiaques et des horaires de médicaments. Mais en regardant en arrière, je réalise que les visites de François avaient un but au-delà de l'amitié. Pendant une visite d'après-midi dans ma 2e semaine d'hospitalisation, François a ramené le terrain arrière. « Harold, j'ai réfléchi à ta situation immobilière », a-t-il dit, rapprochant sa chaise de mon lit. « Avec cette alerte santé, tu pourrais vouloir considérer simplifier tes actifs. Ce terrain arrière nécessite un entretien que tu ne pourras peut-être plus gérer. » J'étais encore faible de la chirurgie, ma pensée embrumée par les médicaments contre la douleur et l'épuisement qui vient quand votre corps se reconstruit. Je n'y ai pas vraiment pensé. Et j'admis, tout semble écrasant en ce moment. François a hoché de canon-tation. « Bien sûr que oui, la récupération est ta seule priorité maintenant. Mais quand tu te sentiras plus fort, nous devrions discuter des options. Je pourrais être intéressé à acheter le terrain moi-même, le garder dans des mains amicales, tu sais ?» La suggestion semblait raisonnable à l'époque. François offrait d'aider avec ce qu'il percevait comme un fardeau, proposant une solution qui garderait la propriété dans notre petite communauté de voisins de longue date. « Nous pouvons en parler quand je retournerai à la maison. » ai-je dit, trop fatigué pour m'engager dans des discussions complexes sur les transactions immobilières. François sourit et a tapoté doucement mon bras. « Absolument, aucune pression du tout. Je veux juste que tu te concentres sur ta guérison. » 3 semaines après la chirurgie, le docteur Lemoine m'a finalement autorisé à sortir avec des instructions strictes sur les niveaux d'activité et les horaires de médicaments. « Harold, vous aurez besoin de plusieurs mois de rééducation cardiaque. Pas de port de charge lourde, pas de situation stressante et absolument pas de sous de médicaments. Votre cœur guérit, mais il a besoin de temps et d'attention soigneuse. » François m'a récupéré de l'hôpital, m'aidant à naviguer le trajet en fauteuil roulant vers sa voiture et le transfert prudent sur le siège passager. « Bon retour à la maison, voisin », a-t-il dit joyeusement alors que nous nous garions dans mon allée. « J'ai gardé tout en bon ordre pour toi. » Ma maison se sentait étrangère après 3 semaines d'absence, comme visiter un musée de ma propre vie. Tout était exactement où je l'avais laissé, mais d'une certaine manière plus petit, plus silencieux, chargé de la conscience de la rapidité avec laquelle la normalité peut disparaître. François m'a aidé à l'intérieur, portant mon sac et s'assurant que j'étais confortable avant de partir. « Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit », a-t-il dit. « Je suis juste à côté. » La première semaine à la maison s'est passée dans un flou d'horaires de médicaments, d'exercices de rééducation cardiaque et du processus lent de reconstruction de la force. François me vérifiait quotidiennement, apportant des courses et offrant de gérer les courses qui nécessitaient de conduire. Son attention semblait authentique, les actions d'un bon ami aidant un voisin à traverser une récupération difficile. Mais pendant ma 2e semaine à la maison, quelque chose a commencé à me déranger. Un sentiment persistant que quelque chose n'allait pas tout à fait, bien que je ne puisse identifier ce qui avait changé. Le sentiment persistait à travers mes routines matinales, à travers les promenades prudentes autour de mon quartier que le docteur Lemoine avait prescrites pour la santé cardiovasculaire. Tout avait l'air normal, mais normal se sentait d'une certaine manière différent. C'était pendant une de ces promenades thérapeutiques que j'ai remarqué les arpenteurs. 2 hommes avec de l'équipement professionnel travaillaient près du coin arrière de ma propriété, la zone où ma terre bordait la cour de François et s'étendait vers la forêt de Magnal. Ils portaient des gilets orange vifs et portaient le genre d'instruments de précision utilisés pour les arpentages de propriétés, mesurant des angles et des distances avec l'attention méthodique des gens établissant des limites légales. Je me suis approché de lentement, ma récupération nécessitant encore une attention soigneuse au niveau des forts.
« Excusez-moi, messieurs, puis-je demander ce que vous arpentez ?» L'arpenteur plus âgé, un homme dans la cinquantaine, avec le teint buriné de quelqu'un qui travaille dehors toute l'année, a levé les yeux de son équipement. « Arpentage de limite pour la propriété du bois. Établissement de ligne officielle pour un transfert de propriété. » Transfert de propriété. François vendait sa maison? Cela expliquait le travail d'arpentage, bien qu'il semble étrange qu'il ne l'ait pas mentionné lors de ses visites récentes. Peut-être prévoyait-il de surprendre le quartier avec des nouvelles de son déménagement, ou peut-être la vente était-elle encore en phase préliminaire. Mais en regardant les arpenteurs travailler, quelque chose sur leur positionnement me troublait. Ils n'arpentaient pas la propriété principale de François, ils se concentraient sur la zone boisée derrière ma maison, le terrain de 2 hectares que j'avais hérité. Leurs mesures s'étendaient bien sur la terre qui avait appartenu à ma famille pendant 30 ans. « Êtes-vous sûr d'avoir les bonnes limites propriétaires ?» j'ai demandé, essayant de garder ma voix désinvolte malgré le malaise croissant dans ma poitrine. Le jeune arpenteur a consulté un porte-à-plais, épais de documents officiels. Nous suivons la description légale fournie par le propriétaire de la propriété. Propriété du bois, lot 47B, s'étendant de la résidence existante à la limite de forêt de Magnal. Lot 47B. C'était mon numéro de lot, pas celui de François. Je le savais parce que j'avais examiné ces documents d'innombrables fois au cours des années. D'abord, quand j'ai hérité la terre, puis encore quand Marguerite et moi avons considéré les options de développement, et plus récemment quand j'ai actualisé ma planification successorale après sa mort. Transfert. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Il n'y avait pas eu de transfert. Je n'ai jamais vendu ou donné la terre de mon oncle. La propriété était toujours légalement mienne, protégée par des décennies de titres clairs et de documentation appropriée. À moins que quelqu'un n'ait falsifié ces documents. Je me suis excusé avec les arpenteurs et suis retourné à ma maison, aussi rapidement que mon cœur en guérison le permettait. Une fois à l'intérieur, je suis allé directement à mon bureau de maison, où je gardais tous les documents légaux importants dans un coffre-fort ignifugle, qui a protégé nos papiers familiaux depuis 20 ans. Marguerite avait insisté sur le coffre, après un incendie de maison d'un voisin avait détruit des documents irremplaçables. « Harold, avait-elle dit, certaines choses sont trop importantes pour être risquées. » Le coffre-fort était exactement où il avait toujours été, niché derrière mon bureau dans le coin du bureau. Mais quelque chose n'allait pas. La serrure numérique montrait un accès récent à 15h47 le 15 avril. Une date dont je me souvenais clairement parce que c'était mon 2e jour à l'hôpital, quand j'étais encore inconscient de la chirurgie. Quelqu'un avait accédé à mon coffre-fort pendant que je luttais pour ma vie sur une table d'opération. Mes mains tremblaient en entrant la combinaison, une séquence de chiffres que seuls Marguerite et moi avions connue. À l'intérieur, l'organisation que Marguerite avait maintenue avec un soin obsessionnel avait disparu. Les documents étaient mal classés, les dossiers avaient été déplacés et plusieurs enveloppes de manille manquaient entièrement. L'enveloppe contenant mes actes de propriété avait disparu. Je me suis effondré dans ma chaise de bureau, les implications me lavant comme de l'eau glacée. François ne m'avait pas rendu visite par amitié pendant mon séjour hospitalier, il avait utilisé son accès à ma maison, l'accès que je lui avais donné il y a des années pour les urgences et la collecte du courrier, pour voler les documents légaux qui prouvaient ma propriété de la terre précieuse. Mais voler des documents ne transfère pas la propriété. Le droit de propriété nécessite des procédures légales appropriées, des enregistrements officiels et une supervision gouvernementale. François pourrait avoir mes papiers, mais il ne pourrait pas simplement se déclarer le nouveau propriétaire, à moins qu'il n'ait de l'aide. Une aide professionnelle. J'ai passé le reste de cet après-midi à appeler chaque avocat immobilier du comté de Lyon, posant des questions prudentes sur les transferts de propriété récents impliquant la terre de la rue de la Colline. La plupart étaient liés à la confidentialité client, mais une secrétaire chez Dubois et Associés a laissé échapper qu'ils avaient récemment géré une acquisition foncière significative pour un client de longue date. Dubois et Associés. Le nom de famille de François était Dubois. Les pièces se mettaient en place avec une clarté écœurante. François n'avait pas seulement volé mes documents. Il avait coordonné avec un cabinet d'avocats qui partageait son nom, probablement des parents éloignés ou des associés d'affaires, pour créer de fausses documentations d'un transfert de propriété. Pendant que je luttais pour ma vie en soins intensifs cardiaques, François orchestrait le vol légal de mon actif le plus précieux. Mais François avait fait une erreur critique. Il avait supposé que j'étais juste un vieil homme retraité sans connaissance légale,
une cible facile qui ne comprendrait pas le droit de propriété complexe. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé 30 ans comme avocat immobilier avant la retraite, me spécialisant exactement dans le genre de disputes de propriété qu'il essayait de fabriquer. François voulait jouer à des jeux légaux avec quelqu'un qui avait écrit le manuel. Ce soir-là, j'ai appelé mon ancienne partenaire de cabinet, Jessica Martinez, qui avait repris ma pratique quand j'ai pris ma retraite il y a 5 ans. Jessica avait appris le droit de propriété sous mon mentorat et comprenait les subtilités du droit immobilier français mieux que la moitié des avocats de la moitié de son âge. « Harold, c'est merveilleux d'entendre de tes nouvelles. Comment tu remets-tu de la chirurgie ?»« Jessica, j'ai besoin de ton aide avec une question légale. Quelqu'un essaye de voler ma propriété en utilisant une documentation frauduleuse. » La chaleur dans sa voix s'est déplacée vers un focus professionnel aigu. « Dis-moi tout. » J'ai expliqué la situation méthodiquement, de l'intérêt croissant de François pour ma terre à l'accès mystérieux au coffre-fort, aux arpenteurs travaillant sur une propriété qui m'appartenait légalement. Jessica a écouté sans interruption, posant occasionnellement des questions qui révélaient sa saisie immédiate des implications légales. « Harold, cela ressemble à un système de fraude sophistiqué. Si quelqu'un a créé de faux documents pour établir la propriété, nous regardons à plusieurs crimes. As-tu des copies de tes documents de propriété originaux ? Tout est dans mon coffre-fort de bureau à la maison, ou du moins ça l'était avant que quelqu'un y accède. Mais j'ai des copies de backup dans mon coffre-fort bancaire à la Banque nationale de France. Parfait. Rencontre-moi à la banque demain matin. Nous devons établir une trace papier qui prouve ta propriété légitime, puis nous découvrirons exactement ce que M. Dubois pense avoir accompli. Ce soir-là, je restais couché dans mon bélier écoutant les sons familiers de mon habitation, les voitures passant sur la rue de la Colline, le bourdonnement distant des unités de climatisation, l'aboiement occasionnel des chiens s'installant dans leur routine nocturne. Mais sous ces sons suburbains normaux, j'imaginais pouvoir entendre les conversations chuchotées des voleurs de propriété célébrant leur succès. François pensait probablement que son plan était sans faille. Voler les documents pendant que j'étais inconscient, créer de faux papiers établissant sa propriété, puis me présenter un fait accompli quand j'étais trop faible pour me battre. Il avait calculé qu'un patient récent d'infarctus serait reconnaissant pour n'importe quelle offre, même une qui impliquait de vendre mon actif le plus précieux à des prix inférieurs au marché. Il était sur le point d'apprendre à quel point il pouvait se tromper. Vendredi matin, j'ai rencontré Jessica à la Banque nationale de France, où mon coffre-fort avait protégé des copies de sauvegarde de chaque document important pendant les 20 dernières années. Marguerite avait insisté sur la redondance. « Harold, les avocats devraient mieux savoir que quiconque que les papiers peuvent disparaître, avait-elle dit quand nous avons d'abord loué le coffre. Et toujours des sauvegardes de tout irremplaçable. » Le directeur de banque, Madame Patricia Leblanc, connaissait Marguerite et moi depuis 15 ans. Elle a exprimé ses condoléances pour mon récent souci de santé et nous a aidés à accéder au coffre avec le genre de discrétion qui vient de gérer les affaires privées de clients aisés. Dans le coffre, tout était exactement comme je l'avais laissé. Acte de propriété, documents d'assurance, bijoux de Marguerite et, plus important, l'histoire légale complète du lot 47B, y compris les papiers d'héritage originaux de la succession de mon oncle. Jessica a photographié chaque document avec son téléphone, créant des copies numériques qui serviraient de preuve dans quelle que soit l'action légale que nous décidions de poursuivre. Harold, ces documents sont solides comme le roc. Ta propriété est complètement légitime et bien documentée. Quoi que François pense avoir accompli avec des papiers volés, cela ne tiendra pas sous l'examen légal. Alors, quel est notre prochain mouvement ? Jessica a souri avec la confiance de quelqu'un qui avait géré des disputes de propriété pendant 20 ans. Nous allons le laisser penser que son plan a fonctionné, puis nous allons le détruire au tribunal. Cet après-midi, François est apparu à ma porte d'entrée avec une enveloppe de manille et une expression d'excitation à peine contenue. « Harold, j'ai quelque chose d'important à discuter avec toi », a-t-il dit, entrant dans mon salon sans attendre d'invitation. Je lui ai offert du café, maintenant la prétention d'interaction normale de voisinage, tout en étudiant son langage corporel pour des signes de tromperie. François vibrait pratiquement d'énergie nerveuse, comme un enfant sur le point de révéler une surprise qui pourrait ne pas être bien reçue. « Harold, j'ai réfléchi à notre conversation concernant ton lot arrière », commença François, en s'installant sur mon canapé avec l'enveloppe équilibrée sur ses genoux. « Je pense avoir trouvé une solution qui pourrait nous aider tous les deux. » « Oh, quel genre de solution ?»
François a ouvert l'enveloppe et étalé plusieurs documents sur ma table basse, avec une efficacité pratiquée. J'ai fait quelques recherches sur l'histoire de la propriété et il s'avère qu'il y a eu une erreur de documentation concernant la propriété du lot 47B. Erreur de documentation. L'expression était soigneusement choisie, conçue pour sonner comme une erreur bureaucratique plutôt qu'une fraude délibérée. Je me suis penché pour examiner les papiers, reconnaissant immédiatement qu'ils étaient des contrefaçons sophistiquées basées sur mes originaux volés. Selon ces enregistrements corrigés, continua François, sa voix gagnant en confiance alors qu'il se réchauffait à sa présentation répétée. Le lot appartient en fait à ma parcelle de propriété. L'arpentage original de 1999 était apparemment incorrect. Les faux papiers étaient un travail impressionnant. Impression professionnelle, sceau d'apparence officielle et langage qui imitait les actes de propriété légitimes. Quelqu'un avec des connaissances légales avait créé ces papiers. Quelqu'un qui comprenait comment les transferts de propriété étaient documentés et enregistrés. « C'est une toute autre surprise », dis-je doucement, bien que mon pulse accélérait de rage. « Comment as-tu découvert cette erreur de documentation de 1999 ?» La réponse de François est venue aisément, trop aisément, comme une histoire qu'il avait répétée plusieurs fois. J'ai embauché une firme de recherche de propriété pour investiguer quelques questions de limite, a-t-il dit François, sans hésitation. Ils ont découvert l'erreur d'arpentage originale et m'ont aidé à faire enregistrer les papiers corrigés avec le comté. Quelle firme de recherche ? Dubois Propriété Historique, a-t-il François, sans hésiter. Il se spécialise dans la correction d'erreurs d'arpentage anciennes. Dubois Propriété Historique, une autre connexion familiale, une autre pièce de la conspiration que François avait construite pour voler ma terre. Je fis une note mentale d'avoir Jessica enquêté sur cette compagnie, bien que je soupçonne qu'elle était soit inexistante ou opérée par les parents de François. François, ceci s'est tout passé très rapidement. Il y a seulement 3 semaines, tu suggérais que je pourrais vouloir te vendre la terre. Maintenant tu prétends que tu l'as toujours possédée ? L'expression de François est restée plaisante, mais j'ai attrapé un scintillement de quelque chose de plus froid dans ses yeux. Harold, je comprends que c'est confus, surtout avec tout ce que tu as traversé avec ta santé, mais la documentation corrigée est très claire. Je suis disposé à travailler avec toi pour résoudre toute confusion. Travailler avec moi. François offrait de négocier sur la propriété qu'il avait volée, présentant son vol comme une faveur qu'il était disposé à accorder à un vieil homme confus. Quel genre de résolution suggères-tu ? Eh bien, puisque tu as vécu avec l'impression erronée que la terre t'appartenait, je suis disposé à t'offrir un règlement, disons 200 000 € pour toute amélioration que tu as pu apporter à la propriété au cours des années. 200 000 € pour une terre valant 1,2 million d'euros. François m'offrait environ 16 centimes sur l'euro pour la propriété qu'il avait volée de moi pendant que j'étais inconscient dans un lit d'hôpital. C'est très généreux de ta part, ai-je dit, les mots goûtant comme de la cendre dans ma bouche. Je le pense aussi, a accepté François, manquant apparemment complètement le sarcasme. La plupart des gens ne seraient pas si compréhensifs sur ce genre d'erreur de documentation. J'ai enregistré 1 heure de conversation auto-incriminante de François, le laissant élaborer sur son offre généreuse et expliquer comment il avait découvert l'erreur d'arpentage. Chaque mot qu'il prononçait serait une preuve dans l'affaire pénale que Jessica construisait. Mercredi matin, François est arrivé au bureau de Jessica dans son meilleur costume et portant une serviette qui contenait probablement plus de documents falsifiés. J'étais déjà assis dans la salle de conférence quand il est entré, et son sourire confiant a vacillé légèrement quand il a vu l'expression de Jessica. Jessica Martinez ne ressemblait pas à quelqu'un se préparant à légitimer un transfert de propriété. Elle ressemblait à une procureure se préparant à détruire un criminel. « Monsieur Dubois », a dit Jessica sans préambule, « avant de discuter des limites de propriété, je dois vous poser quelques questions sous serment. » La façade d'avocat de François commençait à s'effriter. Sous serment ? Je pensais que c'était juste une discussion préliminaire. « Monsieur Dubois, vous avez déposé des documents frauduleux avec le greffier du comté de Lyon réclamant la propriété de biens valant 1,2 million d'euros. C'est maintenant une affaire pénale. » Jessica a appuyé sur un bouton de son téléphone et 2 hommes en costume sont entrés dans la salle de conférence. « Monsieur Dubois, je suis l'inspecteur Martin de la police de Lyon. Nous avons quelques questions sur vos dépôts de propriété récents. » Le visage de François est devenu blanc quand il a réalisé le piège dans lequel il était tombé. Les documents falsifiés, les papiers volés, le système élaboré pour frauder un patient cardiaque, tout avait été soigneusement documenté et rapporté aux forces de l'ordre. « Je ne comprends pas », babilla François.
La recherche de propriété a clairement montré que... Monsieur Dubois, vous avez déposé des documents faux avec le greffier du comté de Lyon réclamant la propriété de biens valant 1,2 million d'euros. Nous avons des preuves d'effraction, de vol des documents et de conspiration pour commettre une fraude. François regarda désespérément dans la pièce, ses yeux se posant sur moi avec un mélange de trahison et d'incrédulité. « Harold, nous sommes amis depuis 25 ans. Sûrement nous pouvons régler cela entre voisins. François, tu as volé chez moi pendant que je mourais dans un hôpital. Tu as violé 25 ans de confiance et d'amitié pour de l'argent. Il n'y a rien à régler. » L'enregistreur que Jessica m'avait donné fonctionnait encore, capturant la confession de François alors qu'il essayait d'expliquer ses actions. Il a admis d'avoir accédé à mon coffre-fort, pris les documents de propriété et coordonné avec Dubois et Associés pour créer de faux papiers de propriété. Chaque mot qu'il prononçait serait une preuve qui serait utilisée contre lui en tribunal. L'inspecteur Martin a arrêté François pour cambriolage, falsification de documents et tentative de fraude. Alors qu'il l'emmenait menotter, François m'a regardé une dernière fois. « Harold, tu ne comprends pas. J'ai des dettes. J'avais besoin de cet argent. » Dettes. François avait volé ma propriété pour payer des dettes, exactement comme Charlie dans le mariage de ma fille. Exactement comme chaque personne désespérée qui pense que les actifs d'autres personnes existent pour résoudre leurs problèmes. 6 mois plus tard, François Dubois fut condamné à 4 ans de prison statale pour fraude et cambriolage. Dubois et Associés, qui s'avérait être le cabinet d'avocats de son neveu, perdirent leur licence pour pratiquer en France. Les documents falsifiés furent officiellement annulés et ma propriété légitime du lot 47B fut rétablie et renforcée avec des protections légales supplémentaires. Mais la victoire était creuse. 25 ans d'amitié, détruite par la cupidité et le désespoir. Une relation de voisinage qui avait survécu aux morts, aux divorces et à des décennies d'histoires partagées, oblitérée par la volonté de François de voler quelqu'un qui lui faisait confiance. J'ai gardé le terrain de 2 hectares, bien que je l'ai fait surveiller par des professionnels indépendants et entouré de caméras de sécurité. La terre que François avait convoitée si désespérément reste à non développer. Un témoignage que certaines choses sont plus précieuses que l'argent. La confiance, une fois brisée par le vol et les mensonges, ne peut jamais être complètement réparée. Mais la justice, quand elle est correctement appliquée, peut faire durer les conséquences de la trahison plus longtemps que l'amitié qui l'a rendue possible. François Dubois a appris qu'on devrait faire confiance à ses voisins, mais toujours verrouiller ses actes. Certaines leçons coûtent 1,2 million d'euros et 4 ans de liberté à apprendre. La propriété qu'il avait si durement essayé de voler reste encore derrière ma maison, exactement comme elle était quand Marguerite et moi avions d'abord rêvé de construire quelque chose de beau là-bas. Maintenant, elle sert un but différent, un rappel que l'amitié a des limites, mais les conséquences légales sont permanentes. François pensait qu'il pouvait voler d'un vieil homme malade. Au lieu de cela, il a découvert que certains vieux hommes ripostent avec 40 ans d'expérience légale et la patience de laisser la justice suivre son cours. 1 an après l'arrestation de François, j'ai pris une décision sur le terrain de 2 hectares qui avait causé tant de problèmes. Au lieu de le garder comme terrain non développé, je l'ai donné au Conservatoire de Lyon pour conservation permanente. Le don a accompli plusieurs objectifs. La terre ne serait jamais développée ou vendue, supprimant toute tentation future de vol de propriété. La servitude de conservation a fourni des avantages fiscaux significatifs qui ont aidé à compenser mes frais légaux. Et plus important, le rêve de Marguerite de préserver l'espace naturel fut finalement réalisé, même si pas de la façon que nous avions originellement planifié. À la cérémonie de dédicace, Jessica Martinez a parlé de l'importance de protéger les résidents âgés de la fraude de propriété. Le cas de Harold Moreau démontre que les criminels ciblent souvent les seniors pendant les crises de santé, supposant qu'ils sont trop vulnérables pour riposter. Harold a prouvé que cette supposition était fausse. La terre préservée fut officiellement désignée comme l'aire de conservation mémoriale Marguerite Moreau, honorant l'amour de ma défunte épouse pour la nature et son insistance sur la protection de documents importants en multiples endroits sécurisés. Les copies de sauvegarde qu'elle avait insisté de stocker dans notre coffre-fort bancaire avaient été des preuves cruciales dans la poursuite de François. 2 ans après la condamnation de François, l'inspecteur Martin a appelé avec des mises à jour finales sur l'affaire. Harold, François Dubois a été libéré sur parole la semaine dernière après avoir purgé 18 mois. Il est requis de rester en France pour le reste de sa période de probation. La nouvelle que François était libre a créé des émotions compliquées. Soulagement que la justice ait été rendue,
mais aussi anxiété sur de potentielles représailles ou tentatives de contact supplémentaires. Inspecteur Martin, y a-t-il des restrictions sur François me contactant ? Il lui est interdit de venir à moins de 500 mètres de votre propriété comme condition de sa liberté conditionnelle. S'il viole cette ordonnance restrictive, il retournera en prison pour purger le reste de sa peine. François ne m'a jamais contacté après sa libération. Selon des sources du quartier, il a trouvé du travail dans une entreprise de construction à Villeurbanne et vivait dans un petit appartement près du site de travail. Son agent de probation exigeait apparemment des vérifications régulières et une vérification d'emploi, gardant François concentré sur la survie basique plutôt que sur des plans de vengeance. La maison à côté de la mienne resta une source d'énergie positive sous la propriété de la famille Chen. David et Sarah entretenaient la propriété magnifiquement, et les rires de leurs enfants remplaçaient le silence qui avait rempli la cour de François pendant ces derniers mois de planification criminelle. Au 3e anniversaire de ma crise cardiaque, le docteur Sarah Lemoine, pas la voisine Sarah mais ma cardiologue, déclara ma récupération complète. « Harold, votre fonction cardiaque est excellente pour quelqu'un de votre âge. Vous avez fait une récupération remarquable tant de l'événement cardiaque que du stress de la situation légale. » Le timing semblait symboliquement approprié. Mon cœur physique avait guéri de l'attaque qui avait failli me tuer, et ma guérison émotionnelle de la trahison de François avait suffisamment progressé pour permettre à la vie normale de reprendre. Ce soir-là, je me suis assis dans ma cour arrière, regardant vers la terre conservée qui avait causé tant de problèmes. L'aire de conservation de Marguerite était belle dans la lumière de fin d'après-midi, avec des sentiers de randonnée qui se connectaient à la forêt domaniale et la faune qui se déplaçait librement à travers l'habitat protégé. François voyait la terre comme une marchandise valant la peine de voler. Marguerite la voyait comme une beauté naturelle valant la peine de préserver. La différence dans leur perspective révélait tout sur leur caractère et valeurs. 5 ans après l'arrestation de François, j'ai reçu une notification que sa probation s'était terminée avec succès. François Dubois était maintenant libre de vivre n'importe où en France, bien qu'il lui soit interdit de pratiquer l'immobilier ou de gérer les documents de propriété d'autrui. Je ne ressentis aucune satisfaction dans la punition continue de François, mais je ne ressentis aussi aucun désir de réconciliation ou de pardon. Certaines trahisons sont trop complètes à surmonter, même avec le temps et la distance. La fraude de propriété avait coûté à François sa liberté, sa profession, sa réputation et sa vision. Mais elle m'avait aussi coûté quelque chose d'irremplaçable. La capacité de faire confiance aux voisins complètement, de supposer que l'amitié crée des limites naturelles contre l'exploitation. Maintenant, à 74 ans, je vis avec des caméras de sécurité, des classeurs verrouillés et une attention soigneuse à qui a accès à ma maison et informations personnelles. Les précautions ne sont pas paranoïaques, elles sont des réponses pratiques à l'apprentissage que 25 ans d'amitié ne fournissent aucune protection contre la cupidité criminelle. Mais je vis aussi avec la satisfaction de savoir que, quand quelqu'un a essayé d'exploiter ma vulnérabilité, j'ai riposté avec chaque outil légal disponible. François Dubois a appris que les avocats retraités ne font pas des cibles faciles et que la fraude de propriété contre quelqu'un qui comprend le droit de propriété est une forme uniquement stupide d'entreprise criminelle. L'aire de conservation mémoriale Marguerite Moreau sert comme un rappel permanent que certaines victoires valent le coup, même quand elles exigent de détruire des amitiés pour obtenir justice. Faites confiance à vos voisins, mais verrouillez toujours vos actes. Certaines leçons valent la peine d'être enseignées, même quand elles coûtent tout à apprendre. François pensait qu'il pouvait voler d'un vieil homme mourant. Au lieu de cela, il a découvert que certains vieux hommes ont 40 ans d'expérience légale et la patience de laisser la justice suivre son cours complet. La terre qu'il convoitait si désespérément ne sera jamais développée, jamais vendue et jamais volée. Elle appartient à la communauté maintenant, protégée par des documents légaux qu'aucune quantité de falsification ne peut surmonter. Parfois, la vengeance parfaite est simplement de s'assurer que ce que quelqu'un a essayé de voler ne peut jamais être volé par quiconque, jamais plus. Faites confiance à vos voisins, mais verrouillez toujours vos actes.